DC KO, Absolute Batman, Absolute Flash, Absolute Martian Manhunter, des Omnibus Batman, c'est un bilan sacrément chargé quand même pour ce mois de novembre. Les amis, bienvenue sur One More Day Comics, c'est Lucas, c'est l'heure du bilan lecture du mois de novembre, le tout comme d'habitude, sans spoil. Alors perdons pas de temps, générique. Avant de commencer, dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci, que ce soit en VO, en VF, je suis certain que vous avez acheté et lu Absolute Martian Manhunter, on va en parler rapidement. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous propose qu'on commence par les gros bébés que j'ai ici en physique, les omnibus, avant de passer ensuite à de la VO, avec tous les single issues du mois. Cet énorme bouquin, cet énorme comics que vous avez là, c'est le premier omnibus de Batman que j'ai jamais acheté, tout simplement, et je l'ai acheté récemment, puisqu'il est dans la nouvelle vidéo achat, mais je vais la sortir après, ce bilan, parce que le bilan sinon sera en retard. Donc voici un avant-goût de la vidéo achat, vous pouvez voir qu'il est massif, on est sur 1200-1300 pages de Batman, c'est le run de Batman de Scott Snyder, donc des New 52. Évidemment dessiné d'une main de maître par Greg Capullo, il y a un peu de joke aussi dedans et d'autres dessinateurs pour les annuals notamment. Et alors, je ne l'ai pas fini, j'en suis à la moitié, j'ai lu genre 700-800 pages, un truc comme ça, mais c'est absolument kiffant et il faut qu'on parle de la Cour des Hiboux parce que c'est fascinant. Si vous n'avez jamais lu le run de Scott Snyder sur Batman, du moins les premières parties de son run, tout s'ouvre sur la Cour des Hiboux. Regardez, ça a quand même vachement plus de gueule sans la jaquette, hein. Faut dire ce qui est, avec cette magnifique illustration de l'an 0. La Cour des Hiboux, c'est l'arc qui vient introduire ce nouveau commencement, en fait, hein, puisque le Batman de Snyder des New 52 avait pour but, en fait, de tout recommencer, de tout réintroduire l'univers de Batman dans la continuité, mais en étant accessible aux nouveaux lecteurs, réintroduisant des éléments de la mythologie de Batman pour la simplifier. Une des choses qui a un peu déplu, notamment dans cet univers-là, c'est le fait que tout est condensé, toute l'histoire de Batman semble être condensée en l'espace de 5 ans, ce qui paraît un peu absurde quand on y réfléchit un peu, que ce soit la mort de Jason Todd et tout ce qui va avec. Mais je trouve que Snyder joue avec ça d'une main de maître, et le premier arc sur la Cour des Hiboux vient littéralement redéfinir qui est Batman par rapport à ce qu'il pensait être, et qui il est réellement, en instaurant un doute dans sa tête, mais surtout en ajoutant une mythologie qui fonctionne très bien avec un nouvel ennemi, la Cour des Hiboux, qui est devenu un classique depuis, vous le connaissez, je suis sûr que vous l'avez lu, et que j'ai extrêmement hâte de retrouver dans le film de Batman 2, parce que j'y crois encore, hein, je suis persuadé que la Cour des Hiboux sera de la partie, et j'espère complètement que ça sera de la partie, parce que ça serait absolument une masterclass. La Cour des Hiboux, c'est simplement cette comptine, en fait, que les enfants à Gotham connaissent tous, qui les fait un peu flipper, mais cette comptine qui dit que les hiboux surveillent tout le monde la nuit, et viennent se loger chez vous, en termes de... du moins pour signifier une mauvaise prémonition, donc un bad omen, parce que quelque chose de grave va vous arriver, les hiboux sont toujours là pour regarder. Le hibou est évidemment le prédateur de la chauve-souris, donc pas très subtil dans le message, mais vous vous doutez bien que le guerrier de la Cour des Hiboux va être face à Batman, et il n'en aura pas qu'un, et vous allez voir que ça va être un affrontement absolument épique, un affrontement autant psychologique que physique, très bien maîtrisé, parfois un peu long, il y a quelques longueurs, mais alors il y a aussi un récit qui m'a beaucoup marqué, dont on parlera en vidéo spécifiquement, c'est The Fall of the House of Wayne, référence à Poe, The Fall of the House of Usher, comme j'ai dit donc dans la vidéo achat qui sortira bientôt, qui revient en fait sur les Pennyworth et sur comment le père d'Alfred a eu lui-même à affronter la Cour des Hiboux de son côté dans des lettres qui sont hyper touchantes, et c'est là que je trouve que Snyder excelle, c'est en rajoutant du lore en fait à un monde qu'on pensait déjà connaître et en le rendant d'autant plus touchant. Franchement, il me fascine. Le deuil de la famille, Death of a Family, c'est le retour du Joker, le Joker qui est de retour en fait dans un épisode dans un arc du moins qui est absolument dégoûtant, mais aussi complètement horrifique. On est dans du body horror total où le Joker s'est découpé le visage et donc l'a laissé à la police de Gotham et finit par venir le rechercher une nuit sombre en tuant tous les policiers qu'il trouve sur son chemin dans le commissariat. C'est assez horrifique évidemment parce qu'il va porter son masque, mais surtout parce qu'il va mener une guerre face à Batman qui est pour le coup 100% psychologique, il va vraiment le traîner dans la folie. On est un peu en fait dans un Killing Joke revisité, modernisé, magnifiquement dessiné par Greg Capullo. La fin avait pas mal déçu, je me souviens l'avoir lu il y a plus de 10 ans et j'avais vraiment pas tout à fait kiffé la fin parce que je le lisais avec Batman Saga et donc on attendait en crescendo la fin de cet arc et j'avais été un peu déçu. Là, en l'ayant relu d'un coup, je trouve qu'il y a une richesse que j'avais pas vue, simplement aussi parce que c'était il y a 10 ans et que du coup j'ai lu pas mal de choses depuis et que j'analyse, je pense, un peu mieux ce que je lis. Donc effectivement, je trouve que Snyder a vraiment réussi à écrire un Joker qui représente le chaos pur avec vraiment quelque chose qui est de l'ordre du métaphorique. Ici, on n'est pas vraiment dans un combat physique, ce qui pouvait me déplaire avant, mais honnêtement, maintenant, je trouve ça vraiment cool. Et je vous ai préparé une vidéo sur Death of the Family qui revient sur une review complète avec et sans spoil de l'arc, parce que je trouve qu'il est vraiment excellent et assez sous-coté en fait. Parmi tout ça, il y a aussi des annuals qui étaient très bien, des annuals sur Mr. Freeze, il y a aussi tout ce qui est avec Harper Lee qui va être donc la prochaine Robin. Et l'an 0 que j'ai pas encore commencé, je suis au début là de l'an 0, il y a des choses, il y a des épisodes avant l'an 0 qui sont
sont très sympas, scénarisés par Scott Snyder toujours et Greg Capullo au dessin avec notamment Gueule d'Argile, et c'est juste un kiff quoi, je savoure ça un peu tous les jours, je laisse l'omnibus sur la table et à chaque fois que je passe, j'en feuille quelques pages où je me pose pour lire 1 ou 2 épisodes de temps en temps. Je prends mon temps parce que je kiffe et que c'est excellent quoi, j'ai pas envie de le terminer. Parlons de Absolute Martian Manhunter. Alors pourquoi parlons peu? Parce que avec mon cher ami David Kolek, qui est aussi un youtubeur vidéaste que vous connaissez très certainement, d'ailleurs je vous encourage à aller vous abonner et lui donner de la force parce que c'est génial ce qu'il fait, ça respire la passion, vous ai préparé avec lui une double review, donc on va faire une review sur la chaîne en collaboration, la première de la chaîne, j'ai vraiment hâte, ça devrait arriver bientôt, et donc cette collab est une review de ce comics là, de ce comics événement Absolute Martian Manhunter. Donc je vais pas vous en dire beaucoup ici, si ce n'est que j'ai un avis assez nuancé sur le bouquin, il a des forces, il a des faiblesses. Pour résumer tout ça en quelques mots, je dirais réinvention, émancipation, confus, et un dernier pour la route, psychédélique. C'est une série en 12 épisodes, on est à 1 tome sur 2 pour le moment, donc j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner par la suite, mais autant dire que niveau scénario, je suis pas hyper emballé. Par contre, la proposition graphique est très cool, et si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller regarder cette vidéo collab si elle est sortie, parce que je ne sais pas, on verra bien en fonction du temps que l'on a. Mais en tout cas, merci David pour ta confiance, et pour cette collab, c'est trop cool. Donc c'est pas une des séries absolutes qui m'a honnêtement le plus marqué en termes de scénario, mais alors c'est une proposition qui est vraiment originale, et qui reste avec vous, même si le comics vous a pas forcément plu. C'est vraiment quelque chose qui vous marque, pas forcément pour sa qualité scénaristique, mais au moins pour son émancipation des codes du comics. Donc voilà. Alors un peu de Doomworld et de Marvel World que je n'ai pas ici, comme vous pouvez le voir, parce que je les ai revendus. Je les ai reçus, j'ai ouvert le blind pack, je les ai lus, j'ai fait les vidéos, j'ai pas kiffé, donc bah je les ai revendus, parce que j'aime pas garder des choses que j'aime pas en soi dans ma collection. Donc c'est parti assez vite pour le coup, donc je les ai pas ici. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus sur Marvel World et sur Doomworld, donc les nouveaux mensuels de Panini pour l'événement One World Under Doom, où Doom est devenu un tyran en fait et a pris le contrôle du monde entier, avec les pouvoirs de Doctor Strange suite à Blood Hunt. Je vous conseille d'aller voir ces 2 vidéos si ça vous dit. Quoi qu'il en soit, One World Under Doom, je trouve la série très bien, mais Panini fait du Panini, c'est-à-dire que Panini divise absolument tout parmi 2 mensuels pour vous forcer à acheter plus, ce qui est assez dommage parce qu'honnêtement, il y a des bonnes choses dans les 2 mensuels, mais ça devrait être dans le même. Donc bon, juste pour la série principale, One World Under Doom, les 2 épisodes que j'ai pu lire donc dans Marvel World numéro 1, j'ai kiffé. Il y a aussi Spider-Man qui m'a pas mal marqué de Joe Kelly. J'en attendais quand même pas mal de choses parce que je me dis bon, c'est quand même la série principale de Spider-Man, proposition graphique absolument folle, de Perez il me semble, je sais, non c'est pas Perez, je sais plus qui c'est au dessin. Bref, c'était vraiment chouette cette série là, mais du coup bah je suivrai pas Marvel World, donc à voir comment je suivrai la série de Joe Kelly pour Spider-Man si je la suis un jour. En tout cas, ce sera sûrement pas chez Panini. C'est le moment de passer aux single issues VO, on a beaucoup de choses à dire. Déjà avec Ultimate Spider-Man numéro 21 et numéro 22. Alors, on arrive à la fin de la série, il nous reste que 2 épisodes, puisque ça se termine au numéro 24. Je trouve que ça va très vite. En termes de rythme, Jonathan Hickman vraiment pousse le levier, on commence à aller vraiment dans quelque chose. Il y a un rythme quasi frénétique, où tout commence un peu à se rejoindre. Bon, après, il faut dire que je vois à peu près où va la série. Je pense savoir à peu près comment ça va se finir. J'espère qu'il va me surprendre, mais honnêtement, même s'il fait ce que je pense que ça restera tout à fait satisfaisant. C'est juste qu'au final, c'était absolument pas la série Spider-Man que j'attendais. Après les 12 premiers épisodes dont j'ai fait une review sur la chaîne que vous avez sûrement vu si vous suivez cette chaîne, et je vous remercie, qui est en fait la review de la première intégrale que Panini a sortie ce mois de novembre. Je l'ai trouvé très chouette, il y a énormément de qualité, c'est un rythme tranche de vie qui je trouve fonctionne très bien. Là, la deuxième partie, donc de l'épisode 12 jusqu'à l'épisode 22, on est sur un rythme qui est vraiment différent, qui met plus l'accent sur les théories du complot. C'est pas un truc qui me plaît tant que ça, honnêtement. Donc il y a quelques épisodes où j'ai parfois eu du mal à suivre, surtout les épisodes dessinés par Messina. J'ai du mal avec son dessin, je préfère Keketo de loin. Mais voilà, on a des révélations intéressantes. Les relations entre les personnages, entre Peter et sa famille, évidemment, évoluent. On a Hickman qui fait des clins d'œil monstres à tout ce qui peut se passer du côté de cette version Ultimate de personnages que vous connaissez, des personnages emblématiques, donc il s'amuse très bien avec ses codes et c'est ce qu'on aime. Il y a des plot twists très intéressants, notamment le plot twist de l'épisode 21, on a des origin story notamment sur Mr. Negative pour en apprendre un peu plus sur lui. Donc voilà, je reste assez curieux mais aussi dubitatif, notamment par rapport à ce qui va se passer après. J'attends de voir en fait la conclusion de cette série là, mais honnêtement je pense pas que c'était la série Spider-Man qu'on attendait, du Friendly Neighborhood Spider-Man, parce qu'au final on le voit peu en action et ça tourne beaucoup plus autour d'histoires de corruption, de mafia, de dialogue. C'est assez très riche en dialogue et c'est bien, mais alors on n'est pas du tout dans la tonalité d'un Spider-Man classique, ce qui permet aussi d'apporter quelque chose de plus frais. Donc bon, à voir. J'apprécie ma lecture, mais j'attends de voir la fin en fait pour me prononcer. DC KO numéro 2, j'ai fait une vidéo pour DC KO numéro 1, qui est sorti le mois dernier, enfin qui est sorti ce mois-ci quoi. J'avais dit que j'avais plutôt bien aimé.
parce que c'est vrai que c'était quand même assez fun, hein. Il faut accepter le côté burlesque et le côté absurde de Scott Snyder qui fait ici en fait un tournoi en mode manga, en mode shonen. On prend tous les héros, tous les méchants, on leur donne une raison de se taper dessus parce que sinon le monde explose, et puis on verra qui gagne. Honnêtement, je l'ai lu avec beaucoup de barrières, j'ai kiffé le numéro 1, surtout la fin. Le numéro 2, je suis venu à cette lecture avec encore plus de barrières parce que je me suis dit bon, j'ai aimé le numéro 1 mais là c'est sûr que ça va partir en vrille. Et en fait, j'ai kiffé. Snyder vraiment part dans des délires mais qui sont absurdes au possible, mais c'est du fan service servi sur un plateau doré, c'est fou, mais ça marche. Pour vous donner le synopsis sans spoil, en fait c'est à l'épreuve numéro 2, donc les héros et les vilains restants, qui sont 32 il me semble, sont transportés dans des ruines, les ruines où Darkseid d'ailleurs a tué des méchants dieux, donc on sait des ruines un peu mythologiques, c'est Snyder qui fait du Snyder quoi. Et la règle du jeu est simple, il y a 16 objets mythiques de l'univers d'ici en fait qui vous octroient des pouvoirs, qui sont cachés un peu partout, et une fois que tous les objets ont été trouvés par donc 16 participants, les autres meurent, et donc les 16 qui ont trouvé les objets gagnent. C'est un peu un Squid Game pour le coup, j'étais assez... Quand j'ai lu les règles, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et puis après, on tourne la page, on tombe sur quelque chose d'assez absurde, pour dire tout ça sans spoil, et on se laisse porter surtout par le relationnel entre les personnages qui je trouve fonctionne très bien. Snyder joue en fait sur le relationnel entre les personnages, et je trouve que c'est ça qui fait que DCKO marche, sinon ça serait que du fanservice sans fin, c'est-à-dire et si tel personnage avait tel pouvoir, et si tel personnage obtenait les anneaux de Green Lantern, et si tel personnage obtenait le venin de Venom, qu'est-ce que ça donnerait face à Superman par exemple. Et honnêtement, c'est le fanservice fonctionne, mais alors je trouve que c'est dans l'écriture qu'il excelle vraiment. Il arrive à rendre ça moins kitsch que ce que ça pourrait être au final, tout en étant hyper divertissant, mais aussi un peu touchant. Et c'est ce qui rend, je trouve, DCKO sympa, surtout au niveau des dessins, c'est absolument magnifique, puisque c'est dessiné par Javi Fernandez et colorisé par Alejandro Sanchez, ce qui est très très cool, c'est magnifique au dessin, et je trouve que c'est aussi une des forces de DCKO, parce que le dynamisme de la mise en page sert effectivement le récit de Snyder et tous les combats, puisque c'est le but, hein, c'est de la bagarre, de fond en comble, c'est du fanservice, mais honnêtement, pour le moment ça fonctionne. J'ai mes doutes pour l'épisode 3 encore une fois, parce que le plot twist de fin, du moins le teaser pour la fin, donne des infos qui sont intéressantes, qu'on a déjà vues, et qui surtout vont teaser un épisode 3 qui va être encore plus chaotique. Est-ce que Snyder va réussir à maintenir la barre sans vraiment dépasser le fun pour aller dans quelque chose de trop kitsch? J'en sais rien, on verra, mais pour le moment, plaisir coupable, j'avoue. Absolute Batman numéro 14, qu'est-ce qu'on l'attendait celui-là? Bon, après un épisode 13 qui était absolument dingue, l'épisode 14 vient conclure le deuxième arc. Donc pareil, toujours sans spoil, on est sur la fin du deuxième arc, qui aura duré assez longtemps, hein, de l'épisode il me semble 8, donc l'arc Abomination en soi jusqu'à celui-ci, contre effectivement Bane. Il y a des références au film de Nolan, ce qui est très très cool, mais surtout, je trouve que cette fin d'arc est complètement à la hauteur de tout ce qui nous a été teasé, et complètement à la hauteur de tout ce à quoi on pouvait s'attendre, puisque dès le début du combat, Snyder nous surprend, Snyder en fait trop et ça marche en fait à chaque fois. Donc c'est toujours narré par Alfred, c'est toujours la même méthode narrative. C'est hyper puissant et je vous le conseille énormément. On va passer sur une mini partie spoil, donc attention pour Absolute Batman, passez au bouquin suivant, hein, il y a le chapitrage si vous voulez aller au bouquin suivant, mais là il faut qu'on parte en partie spoil parce que c'est la fin de l'arc et il faut qu'on en parle. Donc partie spoil, si vous êtes là, je considère que vous vous en fichez ou vous avez lu Absolute Batman numéro 14. Batman fait tomber un immeuble sur la gueule de Bane, et ça c'est l'ouverture du combat, c'est génial. On est évidemment dans des références au film de Nolan, ce qui est très cool, que ce soit le combat dans le stade, Batman contre Bane, le fait que ce soit pas médiatisé, mais qu'en fait ce le soit quand même par les drones du Redwood, qui est dirigé par Harley Quinn, la version absolue d'Harley Quinn aussi, qui est plutôt intéressante. Donc il y a vraiment une critique des médias, un combat anti-corruption qui est même dans la diffusion de l'information, Batman qui est seul face à un monstre qui représente la corruption de Gotham, qui est clairement une abomination, et qui là porte bien son nom, parce que Bane c'est de plus en plus absurde, il va devenir de plus en plus gros, de plus en plus dangereux en soi. C'est vraiment David contre Goliath, littéralement. Hein. Et surtout, Batman a une arme, le venin, qu'il refuse d'utiliser, sur lui, du moins, puisqu'il va l'injecter directement à Bane, qui va imploser. Ça m'a fait éclater de rire, cette page. J'ai trouvé ça très drôle, parce qu'on est parfaitement dans le respect du personnage de Batman, et qui va refuser d'utiliser par les armes de ses ennemis pour les affronter, mais qui les utilise contre eux, donc le contre-uno ultime, et on a clairement cette dose absolute, absurde, burlesque de Snyder, qui va vraiment dépasser les limites de ce à quoi on peut s'attendre et faire quelque chose de violent, de kitsch, de cru, et ça marche trop bien quoi. Donc un combat qui est plein d'action, très touchant, hyper intéressant, qui va vraiment mettre en avant toute la puissance, mais aussi la violence, c'est la méthode d'Absolute Batman, qui pour le coup le sépare pas mal de sa version classique, avec derrière un teasing évidemment sur le Joker qui arrive à l'épisode 4,
15, on le sait, Snyder nous en parle depuis longtemps, donc l'épisode 15 sera bientôt là pour Noël, avec l'apparition du Joker, enfin. Très hâte de voir ce que ça va donner, on l'a vu plus en détail hein, à la fin de cet épisode-là, où il vient donc parler à Bane qui est toujours là, hein. Bane a implosé, mais on peut le faire revivre à partir de ses cellules, donc maintenant c'est juste un système nerveux, avec un cerveau et des yeux, un peu dégueu, hein, complètement, mais il va revenir, ce que je trouve très drôle, c'est très cartoonesque en fait, mais aussi un peu horrifique, donc on est vraiment ici dans un juste milieu qui est très étrange, mais qui marche très bien, avec donc le Joker qui a tué toute la famille de Bane, comme ça Bane n'a plus moyen de se retenir en soi, hein, et peut donc dédier sa vie à servir le Joker. Bon, bonne entrée en matière, encore une fois c'est excellent, j'ai hâte de voir la suite, j'espère que Snyder va rester sur cette tonalité là, parce que ça marche, et que pour le moment c'est que du kiff, c'est vraiment du fun en barre. Absolute Flash numéro 8, pareil sans spoil pour le 8 et le 9, le 8 était plutôt sympa, puisqu'on avait donc un flashback sur la rencontre entre Barry Allen et Thawne, qui nous explique pas mal de choses. C'était cool, mais alors ça faisait pas avancer l'histoire, parce que le statu quo actuel était toujours, je trouve, bloqué. L'épisode 9 va reprendre là où le 7 s'est arrêté, donc avec Wally, et les choses avancent, mais encore une fois, je trouve que c'est toujours le problème avec cette série-là. À chaque fois qu'on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière. C'est à se demander, en fait, ça va si peu vite, c'est-à-dire que, en comparaison avec les autres séries absolutes, on prend l'épisode 14 de Absolute Batman, ce qui se passe dans l'épisode 14 prendrait dans Absolute Flash peut-être 8 à 9 épisodes, quoi, c'est terrible. Je trouve que c'est une série qui est étonnamment lente, qui avance pas, et là j'ai toujours l'impression qu'on est bloqué dans le premier arc, alors que on est à l'épisode 9, ce qui veut dire qu'on est littéralement à plus de 2 bouquins, du moins lorsque ça sera édité chez Urban. Là on est à la fin du 2e tome, donc c'est kiffant, mais alors c'est super lent, ce qui est un peu bizarre pour du Flash. Et honnêtement j'espère, pareil, encore une fois, moi ce que j'attends c'est d'avoir un Flash opérationnel à Central City, d'avoir vraiment un Flash qui rentre dans sa routine, en mode CW, hein, comme un Star Labs. Ce Flash là, je pense que Jeff Lemire excellerait dans cette écriture là, chose qu'il ne fait pas encore, et je trouve que c'est très long pour rien, même s'il y a de bonnes idées, il y a des bonnes choses, ça va parfois trop vite en besogne dans le relationnel entre les personnages qui créent des liens alors qu'ils se connaissent à peine, c'est un peu absurde, ça paraît hyper artificiel, et derrière l'histoire avance pas. Robles est au dessin, donc c'est chouette, il y a pas mal de bonnes idées, mais dans l'exécution, j'attends de voir vraiment une révélation, peut-être avec l'épisode 10, mais ça commence à faire long quand même là. Hein. Restons avec du Jeff Lemire, et la dernière lecture de ce mois-ci, c'est Justice League of America. Et rebonjour, c'est le cas du montage, je vais dire à peu près Justice League of America 500 fois dans la review qui va suivre ici, sauf que, en fait, c'est Justice Society of America, JSA. Je ne sais pas lire, vous le savez, c'est pas grave. En tout cas, bon courage à travers cette épreuve et bonne vidéo quand même. Year 1, l'année 1 de la Justice League, c'est sorti ce mois-ci. J'avais pas prévu de le lire parce que je savais pas que ça sortait en fait. Mais Jeff Lemire a repris les rênes avec Guidry, je crois, au dessin. Donc c'est en fait une origin story de la Justice League of America qui se passe à l'été 1940, et donc cet épisode est très introductif. En fait il va nous présenter chaque membre de la Justice League de façon hyper efficace, comme quoi il arrive à écrire quelque chose qui a un peu de rythme, et donc ouais c'est un épisode qui je trouve fonctionne très bien, parce que même si vous n'avez pas lu les 12 premiers épisodes de la série Justice League of America, ce qui est mon cas, vous pouvez vous y retrouver ici, puisque l'histoire reprend en fait avec une origin story. Donc honnêtement, foncez, parce que c'est assez fun, on découvre le statu quo et les enjeux de chaque personnage, et donc à la fin évidemment un plot twist qui va vous révéler comment ils vont être forcés de s'unir. Je trouve que c'est très léger dans le dialogue, mais toujours piquant et efficace. Lemire sait écrire des dialogues et sait maintenir un relationnel entre les personnages, c'est en fait nous prendre à part et vraiment nous introduire dans une histoire qui pourtant est au milieu d'une scène et au milieu d'une intrigue, et faire en sorte qu'on en ait quelque chose à faire, quoi, et qu'on soit intéressé et happé par les dialogues dès les premières lignes, et je trouve que là il excelle avec ce numéro là. C'est très bien, c'est très sympa, j'ai hâte de lire la suite, et ça ne me rend que plus triste pour Flash, pour être tout à fait honnête. Enfin bref, mon seul espoir reste de voir débarquer, ça n'a rien à voir, mais la cour des hiboux en version absolue, imaginez ce que ça pourrait donner dans Absolute Batman. Une idée, comme ça. Bref, c'est tout pour le bilan de ce mois-ci, j'ai pas lu Spider-Man Tour numéro 2, pas encore. J'avoue que je suis pas très tenté, peut-être que je le lirai, je sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous avez lu en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ces lectures-là, si vous les avez eues aussi. Et puis on se retrouve très bientôt sur One More Day Comics, merci à tous, bonne lecture à tous, et à bientôt.